And now a third hello from my side. Et c'est à mon tour de vous saluer. Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir à notre événement parallèle à la session du Conseil des droits de l'homme intitulé Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Est-ce une étape pour venir à bout de la fin de l'inégalité et de la crise écologique? Je m'appelle Eva Bourrol, je suis directrice du programme des droits sociaux de la Fondation Rosa Luxembourg à Genève. Notre fondation est une organisation à but non lucratif qui agit au niveau international, qui est progressiste et travaille dans le domaine de l'éducation politique et citoyenne. Et depuis 90, date de sa création, la fondation s'engage dans l'analyse de processus et de développement sociaux. Ces équipes sont réparties dans 27 bureaux régionaux et nationaux. Elles travaillent avec des organisations partenaires, plusieurs centaines, des acteurs politiques et des personnalités de plus de 80 pays. Le travail de la Fondation a pour objectif de renforcer les forces politiques qui travaillent dans le sens de l'émancipation. Le bureau de la Fondation Rosa Luxembourg à Genève appuie depuis 2019 le travail de la Fondation au niveau international. C'est la solidarité internationale qui est la clé, qui est décisive pour la transformation socio-écologique et l'application des droits sociaux au niveau mondial. Seule une ONU revitalisée pourrait jouer un rôle décisif dans cette transformation. Et c'est dans ce contexte ou dans cette perspective que le bureau de Genève de la Fondation officie comme bureau de liaison entre l'Organisation des Nations Unies à Genève et d'autres organisations internationales basées à Genève, ainsi que nos partenaires du Sud, des pays du Sud, qui luttent pour leurs droits. Le droit humain à l'alimentation est une question qui est au cœur des travaux du bureau de Genève. La souveraineté alimentaire appelle un changement radical de politique, un revirement vers la gauche. Il faut que les États se concentrent sur des stratégies à large échelle, favoriser les partenariats entre la recherche et les producteurs, les agriculteurs, l'agroécologie, infrastructures qui renforce les marchés intérieurs informels et puis l'apport de nouvelles technologies qui doivent être à disposition de tous et la protection des droits sociaux fondamentaux. Aujourd'hui, nous aimerions voir si ce sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies apporte des réponses aux questions des systèmes alimentaires et si oui, lesquelles, et notamment en matière de droits humains. C'est un événement parallèle à la session du Conseil des droits humains et c'est le dernier d'une série de 4 événements organisés par la Fondation en collaboration avec des partenaires et camarades du monde entier. C'est un apport essentiel dans le contexte du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui se tiendra la semaine prochaine. Car une partie très importante de la société civile et des mouvements de cette société civile sont critiques et rejettent ce sommet pour diverses raisons. Et la Fondation Rosa Luxembourg est solidaire de tous ceux qui travaillent pour œuvrer à une transformation réelle des systèmes agricoles et alimentaires. Cet événement parallèle, nous l'organisons de concert avec nos partenaires FIAN International. FIAN est un réseau d'information et le réseau d'information et d'action Food First et l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme qui travaille pour que tous les peuples puissent vivre à l'abri de la faim et se nourrir. Il y a des remarques techniques. Nous vous invitons à poser des questions en utilisant l'outil questions-réponses et utiliser le chat uniquement pour les remarques d'ordre technique. N'oubliez pas que cet événement sera enregistré. Avant de vous présenter l'animateur de cet événement, je souhaiterais vous donner un bref aperçu de notre travail sur les droits humains. Nous allons vous montrer une vidéo qui sera disponible en langue allemande et française très prochainement sur notre site internet. Few areas reveal the contradictions of capitalism as clearly as Très peu de agriculture. domaines révèlent les contradictions du capitalisme aussi clairement que l'agriculture et l'alimentation, car la nourriture est devenue une marchandise. Et nous n'en savons aussi peu sur les ingrédients qui composent les aliments que sur les conditions sociales et écologiques de leur production. C'est une marchandise inaccessible pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, près de 690 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Les causes de la faim sont la répartition inégale des terres, la pauvreté, les crises climatiques, la discrimination contre les femmes, les agrocarburants et la consommation de viande, mais aussi la spéculation sur les matières premières agricoles et le contrôle du marché exercé par des entreprises toujours plus vastes. La biodiversité, les sols productifs et l'eau sont de plus en plus rares. Les grandes entreprises exercent une pression sur les prix sur les paysans.
Ces paysans sont privés de leurs terres et du contrôle des semences, tandis que les travailleurs agricoles sont exploités dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous ne pourrons relever l'énorme défi de mettre fin à la pauvreté et à la faim en période de choc climatique sans la souveraineté alimentaire. Et cela nécessitera une participation politique, mais aussi de contrôler les ressources telles que les semences, l'eau, la terre, ainsi que l'accès au marché, au savoir et aux capitaux. Transformons ensemble le système alimentaire mondial. Pour cela, nous devons renforcer les mouvements sociaux et soutenir l'auto-organisation des travailleurs ruraux, des petits agriculteurs et des populations marginalisées dans les zones rurales. Nous devons également encourager le concept de souveraineté alimentaire au niveau international. Faisons du droit à l'alimentation pour toutes et pour tous une réalité. Okay, so I hope you enjoyed the film. Now I'm very pleased. J'espère que vous avez apprécié ce film. Et à présent, je suis ravie de pouvoir présenter donc l'animateur d'aujourd'hui, à savoir Christophe Goulet, qui est chercheur principal et conseiller stratégique en matière de droits économiques, sociaux et culturels à l'Académie de Genève. Son expertise et ses publications portent sur les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à l'alimentation, l'accès à la justice pour les victimes de violations des droits de l'homme, les droits humains et le développement du droit des paysans, le cadre juridique de l'action humanitaire et le travail des procédures spéciales et des organes de traité de l'ONU. Depuis 2009, Christophe Goulet fournit des conseils juridiques dans le cadre de la négociation de l'adoption et de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et d'autres personnes travaillant dans les zones rurales. Merci Christophe de prendre en charge l'animation à présent et je vous souhaite à tous un excellent événement parallèle. Merci beaucoup Eva. C'est pour moi vraiment un honneur ainsi que pour l'Académie de Genève de pouvoir participer à cet événement avec vous. C'est le premier événement que nous organisons avec la Fondation Rosa Luxembourg, donc nous espérons que ce sera le début d'une collaboration fructueuse. Nous nous réunissons aujourd'hui pour discuter d'un thème d'actualité, à savoir la contribution du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires pour lutter contre la crise alimentaire auquel nous sommes confrontés. Et depuis 2009, ce système a été annoncé au mois d'octobre, donc 2009 par le secrétaire général des Nations Unies. Et ça a été le début donc d'une collaboration stratégique avec le Colloque culturel au mois de mars 2020. Une lettre a été envoyée au secrétaire général par plus de 500 mouvements sociaux et organisations de la société civile, y compris via Amnesty International, qui souhaitaient faire part de leurs préoccupations concernant ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Et à la fin du mois de juillet de cette année, donc en 2021, un pré-sommet a eu lieu à Rome, alors qu'en parallèle, des mouvements sociaux et des organisations de la société civile ont organisé ici un contre-sommet ou un forum alternatif. Il s'agit de discuter de ces derniers événements, à savoir le développement de ces derniers mois, que nous sommes aujourd'hui rassemblés et nous avons un excellent panel d'intervenants que je vais vous présenter à présent. Parmi nous, Sofia Monsalves Suarez. Elle est la secrétaire générale de FIAN International, co-organisateur de cet événement. FIAN est une organisation internationale de défense des droits humains qui travaille pour le droit à l'alimentation et à la nutrition. Avant de devenir secrétaire générale en 2016, Sofia a coordonné le programme de FIAN sur les terres et les ressources naturelles pendant plus de 15 ans. Ce travail comprenait des visites de recherche sur les terrains et des missions d'enquête, ainsi qu'une collaboration étroite avec les organisations de producteurs alimentaires de base, telles que la Via Consemina. Elle a une grande expérience de plaidoyer au sein du système des droits de l'homme des Nations Unies, de la FAO et du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale. Elle a rejoint récemment le groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, IPES Food. Parmi nous également, Claudia Ortiz Gerena, qui vit dans la région de Santander, où elle possède une ferme agroécologique près de la rivière Sogamoso. Avec la construction d'un grand barrage qui a commencé en 2009 et qui a été inauguré en 2015, Claudia est devenue l'une des
victime de ce projet, mais aussi une des leaders du mouvement social de défense des rivières et des fleuves. Elle fait également partie de la coordination du Movimiento Ríos Vivos Colombien, une articulation de diverses communautés affectées par l'implantation des barrages sur leur territoire et de défense des droits des personnes affectées par le modèle d'exploitation minière. Nous avons également Sbouzi Leclé, qui est un habitant d'Afrique du Sud. Il est un militant des droits humains, actuel président d'un mouvement sud-africain des habitants des Piloville, Abadadi, Banze, Joandolo, le peuple des Cabanes en Zoulou, qu'il a fondé en 2005. Avec 5 000 membres dans toute l'Afrique du Sud, ce mouvement fait campagne pour obtenir des services de base comme l'eau et l'électricité, ainsi que des terres et des logements. Le 25 mars 2021, Sbouzi Kodé a été annoncé le lauréat 2021 du prix Pierre Ingard décerné par le gouvernement suédois pour le travail humanitaire et les initiatives au nom de la démocratie. Enfin, et pas des moindres, nous avons parmi nous aujourd'hui Michael Fakhri, qui est le professeur de la faculté de droit de l'Université d'Oregon, où il donne des cours sur les droits humains, les droits alimentaires, le développement et le droit commercial. Il est également directeur du projet de résilience alimentaire au sein du Centre de droit de l'environnement et des ressources naturelles. Et il a été nommé reporter spécial sur le droit de l'alimentation par le Conseil des droits de l'homme en mars 2020. Donc, vous avez bien compris que nous avons des personnes parmi nous aujourd'hui qui ont participé au contre-sommet il y a quelques mois. Et nous avons également Michael Fakhri, donc, qui a été rapporteur spécial sur le droit de l'alimentation. Donc, il y a participé également à ce sommet. Il nous a expliqué, va nous expliquer comment les choses se sont déroulées. Il va nous présenter également sa perspective sur ce sommet qui va avoir lieu donc dans une semaine. Donc, Michael, vous avez la possibilité à présent de prendre la parole. Merci Christophe. Merci aux organisateurs également, Mafia, mais également à la Fondation Rosa Luxembourg et aux autres membres du panel, car l'organisation de ce panel est vraiment à point nommé. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet. Ce que je vais faire tout d'abord, je vais vous expliquer quel est mon rôle en tant que rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation et quelle est ma relation par rapport à ce sommet au cours de cette année et demie passée. Ensuite, je vais vous expliquer exactement ce qu'il s'agit de ce sommet. Et ensuite, bien entendu, vous aurez la possibilité de poser des questions et peut-être que les autres membres du panel également pourront certainement discuter avec moi de la façon dont nous allons procéder à l'avenir. En tant que rapporteur spécial sur les droits de l'alimentation, le Conseil des droits lui-même nommé donc expert indépendant sur le droit à l'alimentation et je suis donc indépendant. À savoir que mon travail est de rapporter ce qui se passe dans le monde dans le domaine de la faim, de la malnutrition. Et j'ai un mandat très large. Je ne suis pas uniquement rapporteur sur les violations au droit à l'alimentation. Non, j'aborde des thèmes plus larges, à savoir les aspects économiques et la gestion également alimentaire. Et régulièrement, je rencontre également des gouvernements, mais également des fonctionnaires des organisations internationales, mais également des syndicats et des groupes de défense des droits. Et j'ai entamé mes fonctions au mois de mai, donc le 1er mai en 2020. C'était une excellente journée pour commencer la chose. Et le secrétariat m'a demandé de faire part de l'équipe d'intégration. Et c'est là où, en fait, toutes les différentes personnes qui dirigent, en fait, les différentes personnes de ce différents semis se retrouvent régulièrement. Donc, c'est le comité de la sécurité alimentaire mondiale. Ils se retrouvent une fois par mois et nous avons travaillé ensemble pour, en fait, faire en sorte que le résultat de ce sommet soit cohérent. Et le problème, c'est que le secrétariat du sommet pense que je fais partie du sommet, que je fais partie de leur équipe. Mais ce n'est pas le cas. Et régulièrement, je suis invitée. Mon objectif, ça a été de faire en sorte que les personnes puissent participer à ce sommet. Mais bon, mon mandat, c'est de maintenir mon indépendance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû toujours rappeler à toutes les personnes que je suis indépendant et que mon mandat exige que je le sois. Je suis là pour conseiller. Donc, le problème, ce n'est pas que j'étais invitée au sommet, mais ça fait partie intégrante de mon travail d'être là. Et j'ai rédigé plusieurs
rapport donc sur le sommet sur les systèmes alimentaires, mais également sur la gestion alimentaire dans son ensemble également. Et j'ai déjà publié un premier rapport au mois de janvier et également un autre rapport au 26 octobre. Et dans différents rapports, j'ai mis en exergue également en détail le processus de ce sommet et ce qui s'est mal passé. J'ai expliqué comment est-ce que ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires traite les entreprises comme partie de la solution sans les rendre responsables de tous les dommages qu'ils ont causés à notre système alimentaire, à nos communautés, à nos écosystèmes. Et j'ai illustré dans mon rapport la façon dont ce sommet a complètement ignoré la pandémie du COVID-19 et comment le processus a été réalisé, à savoir que le processus de ce sommet a été complètement déconnecté de la réalité et connecté des personnes qui souffrent directement. Et j'ai montré comment le domaine des indigènes également n'ont pas été pris en compte de cet octobre, les communautés dans le commun, comment est-ce que toutes leurs connaissances ont été ignorées et comment également une compréhension vraiment très, très limitée de la science a été prise en compte dans ce sommet. Donc, ce sommet, eh bien, si vous avez 4 personnes différentes également, eh bien, vous aurez le double des réponses différentes, même d'ailleurs sur scène, à savoir que le sommet en tant que tel aura lieu le 23 septembre et il y aura 13 heures, 9 heures seront consacrées donc aux représentants des gouvernements et qui vont faire des déclarations de 3 minutes. Et le sommet va ouvrir donc à une plénière des personnes. Je ne sais pas ce dont il s'agit. Peut-être que je vais être invitée, mais je ne sais pas. Je vais offrir mes services, bien entendu, je suis à disposition, je vais pouvoir conseiller, bien entendu, sur la façon d'organiser cette plénière. Mais bon, ça reste un grand mystère pour moi. Et ensuite, il y a une déclaration qu'il y aura une déclaration d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Après une longue journée, eh bien, il y aura des remarques de clôture. Vice-secrétaire général des Nations Unies. Donc, après 18 mois de travail avec des milliers de personnes du monde entier, qui ont passé des heures incalculables, eh bien, ce programme eh bien, est loin d'être satisfaisant pour les personnes. À savoir que plus de 500 organisations qui représentent des millions de personnes ont boycotté ce sommet car elles n'ont pas apporté les causes de l'échec de notre système alimentaire, à savoir qu'il a marginalisé les droits humains également et ils n'ont pas donné la place nécessaire pour que les personnes puissent s'organiser elles-mêmes. Donc, de nombreuses façons différentes, eh bien, ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a été contre-productif. Malgré tout, de nombreux individus et organisations ont également eu le sentiment que ça valait quand même la peine de tirer tout ce qu'on pouvait tirer de cette possibilité qui était donnée et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, en fait, pour pouvoir participer au processus de ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Et après le pré-sommet, donc ça va parler, le pré-sommet a lieu à Rome il y a quelques mois. Et l'idée était en fait d'être un cadre pour l'ensemble du sommet également. Et il y avait tant de groupes d'individus qui ont participé à ce sommet, mais beaucoup de personnes ont été déçues. J'ai vu chaque jour des personnes qui avaient le sentiment que tout le travail n'aurait aucun impact sur le sommet. Et ces derniers mois, j'ai vu également de très nombreuses personnes au sein des organisations se retirer purement et simplement du sommet. Et ces 2 dernières années, les gouvernements ont également dit que le processus était vraiment laborieux et décevant pour eux également parce qu'ils n'avaient pas vraiment le rôle à jouer. Donc, ce sommet a laissé beaucoup de personnes vraiment très cyniques vis-à-vis des Nations Unies. Ce sommet a été dirigé par un nombre limité d'experts du secteur privé qui donnent l'impression qu'il y avait un engagement des personnes, qui donnent l'impression également qu'ils ont créé un procès inclusif, mais en fait, ils n'écoutent pas activement les demandes des personnes et ils ne prennent pas en compte la lutte quotidienne des personnes. Donc, au bout du compte, ce sommet a activé les gouvernements mentionnés pour qu'ils concentrent toute leur attention sur les actions gouvernementales des entreprises et de se concentrer en fait sur, de revoir en fait leur politique alimentaire, mais il ne s'agit pas uniquement de cela, bien entendu, car les gouvernements actuellement sont prêts à développer une politique alimentaire nationale, mais il n'y a pas de véritable vision inclusive avec les différents acteurs. En fait, le but de ce progrès, c'est de mettre en place un nouveau processus, et c'est ce qu'ils ont fait, à savoir que la direction de ce sommet a sélectionné un nombre limité d'idées vagues en limitant les choix. Et nous allons entendre
au cours de ce sommet quelles sont ces idées, mais la direction du sommet et du gouvernement, aux investisseurs également, de penser de créer des coalitions autour de ces idées, ces 5 pistes d'action du sommet. Et la majorité des personnes ne connaissent toujours pas ces fameuses coalitions et sur quoi est-ce qu'elles vont travailler sur ces différentes pistes d'action. Et ces idées ont été sélectionnées de façon ad hoc, avec aucune connexion claire avec tout le travail acharné que les personnes ont fait pour ce sommet. Aucune de ces idées ne cible la puissance des entreprises de la pandémie elle-même. Et ce qui va se passer, c'est la chose suivante, c'est que le sommet va générer différentes coalitions, certes, un certain nombre d'experts et d'organisations internationales et investisseurs vont travailler sur ces différentes coalitions, sur ces pistes d'action, et ensuite les gouvernements vont se baser sur ces investisseurs, ces experts pour développer leurs programmes alimentaires nationaux. Et on vous présente ici comme étant cela le meilleur choix, mais les droits humains ne sont pas une obligation. Les gouvernements doivent faire en sorte également que les droits humains soient protégés. Et il faut également faire en sorte que ces droits soient vécus. Il faut qu'ils fassent en sorte que tout le monde ait accès partout à une bonne alimentation et lutter contre les inégalités. Et la direction du sommet dit, certes, nous savons que ce n'est pas parfait, mais c'est le début d'un processus, pas la fin de ce processus. Et ce que je dis, c'est que le sommet est ce qu'il est. C'est un événement qui reflète en fait les carences du système alimentaire aujourd'hui, donc il va se produire, mais il est important qu'il finisse également ce sommet, parce que les personnes et gouvernements auxquels les droits humains tiennent à cœur, eh bien, ont deux choses à faire, à savoir, il faut résister également à l'influence de ce sommet et faire en sorte également que tous les plans nationaux humains soient basés sur les droits humains, et deuxièmement, de continuer à travailler au sein des communautés locales et dans les processus internationaux pour faire en sorte que nous surmontions cette pandémie avec leur dignité intacte et leur santé intacte. Les personnes n'ont pas besoin de 24 milliards de dollars pour connaître les problèmes en 2 ans. Les personnes savent ce qui ne fonctionne pas dans leur propre communauté et ils se battent déjà à surmonter ces problèmes. Ce que les gouvernements du monde ont besoin de faire, c'est d'écouter activement les personnes et de donner aux personnes la force dont elles ont besoin pour diriger leur communauté comme ils l'entendent. Les défis mondiaux et de faire en sorte de mobiliser toute cette épidémie locale et de continuer à travailler ensemble pour la convertir véritablement en une solidarité internationale dont nous avons besoin pour faire face à cette pandémie et faire face à la crise alimentaire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Michael, pour ce message d'une très grande clarté. Sophia, un commentaire sur les propos qui viennent d'être tenus? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous accompagnent. Bienvenue à tous. Mes réflexions sont les suivantes. FIAN fait partie de ce processus international indépendant et populaire qui s'efforce d'apporter des réponses aux difficultés que pose le sommet sur les systèmes alimentaires. Nous sommes une grande coalition d'organisations, un grand nombre d'organisations à avoir travaillé sur ce processus et ce sommet, car nous sommes convaincus qu'il n'ouvre pas l'espace nécessaire et adapté à la participation des organisations locales. Et que ces travers qui marquent le sommet depuis ce début font que nous sommes placés à l'extérieur de ce processus structurant du sommet. Nous nous opposons à ce sommet qui est fondé essentiellement sur les acteurs entrepreneuriaux. Nous souhaitons défendre les droits humains. Donc, nous sommes heureux d'avoir ici la possibilité de faire part des idées et des analyses de notre organisation et nous aimerions souligner notamment le fait qu'il serait intéressant d'avoir la possibilité de répondre aux questions des participants qui sont posées sur le chat. Il s'agit effectivement d'un véritable retour en arrière marqué par ce sommet. C'est une forme de multilatéralisme qui ne respecte pas
les voix, ni les perspectives, ni les points de vue des acteurs locaux et qui ne sont pas repris dans l'ordre du jour. Par conséquent, on voit que le sommet ne répond pas aux problèmes qui se posent dans les pays concernés et n'apporte pas non plus de réponse quant aux solutions qui peuvent être apportées au niveau international. Nous observons également que la participation qui est brandie en étendard n'est pas assurée. On a un caractère extrêmement sélectif de ce sommet. Et ce que l'on voit, c'est également que cette exclusion se reflète dans la communication. L'objet des discussions ici sont des conflits qui nous concernent tous, mais au final, la forme du sommet est telle qu'il est impossible d'en débattre. Donc, l'espace d'échange est extrêmement limité et il n'y a pas même la possibilité de prendre la parole sur des préoccupations qui sont les dénominateurs communs pour nous tous. Donc, nous considérons que ce sommet marque un véritable retour en arrière, notamment pour ce qui est du caractère démocratique des processus au sein des Nations unies. Nous voyons de toute évidence, et cela nous préoccupe, que ce sommet est susceptible de déstabiliser davantage encore les organisations internationales. Et nous pensons que ce multipartisme est en fait une manière d'imposer des priorités aux gouvernements nationaux. Nous savons que dans les préparatifs du sommet, les acteurs entrepreneuriaux, les grands groupes ont joué un rôle essentiel, que ce soit dans les solutions ou les méthodologies proposées. Et ce sommet est donc placé sous l'influence de ces grandes entreprises. En outre, nous notons que notre travail, par son caractère volontaire, bénévole, est bien différent. Nous savons que ce type de travail est susceptible d'entraîner des modifications sur la coopération internationale et les organismes internationaux. Notre secrétaire général a appelé la création de nouvelles institutions et organisations qui travaillent en parallèle. Et pourtant, hier, nous avons pu consulter la dernière ébauche de déclaration finale présentée au secrétariat général des Nations unies. Et nous avons été extrêmement préoccupés à cette lecture, car on nous parle de la création d'un centre de coordination à Rome, sous la direction de la FAO et du programme alimentaire, du PAM. Mais en fait, celui-ci s'alignerait sur les accords pris au cours du sommet sur le système alimentaire et assurerait un rôle de coordination à travers tout le système des Nations unies. Autrement dit, il y aurait des liens avec les travaux climatiques, sanitaires et alimentaires, ainsi que les institutions financières. Donc, à l'entendre, cela semble être une bonne idée, mais en vérité, cela nous préoccupe fortement, on suscite nos vives préoccupations parce que nous savons que ces structures ne sont pas représentatives et nous savons que les décideurs des Nations unies ne sont pas entretenus des changements radicaux imprimés sur les structures existantes. Donc, nous craignons bien que ce centre de coordination joue le rôle d'un comité mondial sur l'alimentation. Donc, vraiment, nous sommes très inquiets parce que ce centre de coordination qui est dirigé ou serait dirigé par la FAO et le Programme mondial alimentaire est manifestement une idée du secrétaire général et des directeurs des agences des Nations unies
qui consisterait en fait en tout simplement effacer leur rôle. Et cela entraînerait des modifications substantielles aux accords internationaux, et ceci sans l'intervention d'organes démocratiques. Il y a un autre point qui nous préoccupe, c'est qu'il est probable qu'au final, le Comité sur la sécurité alimentaire risque d'être supprimé. Ceci alors que ce comité est par le passé parvenu à démocratiser les systèmes alimentaires nationaux. Autrement dit, les outils démocratiques que nous sommes parvenus à mettre en place sont contournés. Donc, non seulement nous militons contre ce sommet, mais nous avançons des revendications. Nous nous efforçons, nous souhaitons empêcher la destruction des organes existants qui sont de qualité, et nous nous opposons aux décisions qui risquent d'être prises. Donc, je pense qu'il ressort très clairement que ces processus auront également une forte influence sur l'organisation des agences des Nations Unies et les traitements préférentiels qui pourraient être accordés aux grandes entreprises. Donc, nous en appelons aux organes de gouvernance des pays du Nord. Voyons par exemple en Colombie ou en juillet en Afrique du Sud que ce sont des émeutes immenses et des soulèvements qui se produisent. Et nous sommes convaincus que dans les pays du Nord, il faut veiller à garantir l'application des droits humains, ceci au niveau des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que nous écoutions ces personnes, ces peuples et ces mouvements. Et c'est Claudia qui va nous exposer plus en détail ces revendications. Enfin, j'aimerais dire à Monsieur le rapporteur que ce sommet a suscité de vifs intérêts, notamment une mobilisation qui s'y est opposée et qui a permis de réunir des activistes locaux issus de différents domaines où les droits humains sont violés. Autrement dit, c'est un échange très fructueux qui s'est mis en place dans cette contre-organisation et très positive, et nous espérons. Et la conséquence positive en est notre échange actuel, le fait que nous nous réunissions avec d'autres mouvements d'activisme portant sur la sécurité alimentaire, les questions sanitaires, la justice de genre, le féminisme. Et ceci, selon moi, est une excellente nouvelle. Qu'allons-nous faire? Je le répète, c'est notre devoir de suivre de très près les événements qui se dérouleront au cours de ce sommet. C'est essentiel pour nous tous. Et deuxièmement, nous considérons qu'il nous faut davantage encore insister sur le fait qu'il faut abolir l'impunité des grandes entreprises et que les Nations Unies doivent travailler pour élaborer un cadre juridique qui permette de placer ces acteurs face à leurs responsabilités. En outre, la séance du Conseil des droits humains abordera également ces questions. La mission est donc extrêmement claire. En outre, les organes de gouvernance du système alimentaire mondial, par exemple la FAO et l'Agence des Nations Unies sur la sécurité alimentaire, doivent effectivement tenir compte des intérêts manifestés ou exprimés par nos organisations et s'appuyer sur ces arguments pour élaborer leurs actions. Il est en outre essentiel que nous apportions notre soutien aux initiatives qui émanent des acteurs locaux
et notamment suite à la pandémie, compte tenu des nombreuses difficultés que nous avons connues. Nous voyons que c'est tout un bouquet de réponses qui émanent de ces communautés locales et il est nécessaire que les gouvernements écoutent les personnes sur le terrain pour les aider. Merci, merci beaucoup. Bien. Donc, nous avons 2 personnes d'organisation de base. Donc, nous allons commencer par Claudia qui est Colombie. Est-ce que vous m'entendez? Je suis vraiment désolée, nous avons eu quelques petits soucis techniques. Donc, voyons si le signal est suffisamment bon. Donc, je vais ouvrir ma présentation que j'ai préparée. Je vais partager mon écran avec vous. Buenos días Nous y para voilà. todos. Bon après-midi à vous tous. Donc, je vous parle de Colombie. Il est très tôt encore et je vous salue tous très chaleureusement dans le monde entier. Nous souhaiterions contribuer à ce sommet et faire entendre notre voix sur les systèmes alimentaires. Et il faut voir si nous pouvons surmonter cette crise alimentaire et la crise écologique dans laquelle nous nous trouvons actuellement sur notre planète. Para muchos, pues el contexto de Colombia este año ha estado bastante movido, sobre todo por Donc, pour vous donner le contexte alimentaire, eh bien, écoutez, il y a eu de nombreux problèmes en Colombie car il y a eu de nombreuses mobilisations, il y a eu des manifestations au mois d'avril en 2021 et cela reflète ce qui se produit actuellement. desigualdad, que somos uno de los principales. Ça reflète également les inégalités qui existent dans notre pays. Nous sommes un grand pays, mais avec de très nombreuses inégalités. Et cela vaut d'ailleurs pour l'ensemble de l'Amérique latine. Et 15% de la population souffre de pauvreté extrême. Vous voyez les chiffres à l'écran. J'ai tiré ces chiffres des statistiques de différents instituts statistiques, notamment des institutions nationales de statistiques, qui vous permettent d'avoir un bon aperçu de la situation dans notre pays. Donc, il y a 44% de la population qui souffre d'insécurité alimentaire et 57% de pauvreté. Donc, c'est vraiment très, très préoccupant. Nous avons des problèmes de chômage également dans notre pays. L'emploi informel est largement répandu dans notre pays et il augmente d'ailleurs, pas uniquement du fait de la pandémie d'ailleurs. C'est quelque chose dont nous souffrons également depuis longtemps et nous sommes confrontés également. Il y a un problème de connexion manifestement avec la Colombie. Il y a un problème d'écho également assez important. Le son est malheureusement assez mauvais actuellement. La liaison est dégradée. Nous avons une coupure de son. Hola, ya está. Hola, hola. Ah, je suis de retour. Nous vous entendons.
Ok. Bien, Bueno, nous allons reprendre, continuer. Donc, nous parlions el 19% de 19% des chômeurs sont des femmes. Et avant la pandémie, nous avions déjà en 2019 47% d'emplois informels. Et la Colombie a souffert de ce problème de l'emploi informel avant la pandémie. Donc, il n'y a jamais eu de plein emploi en Colombie. Et cette année, nous avons été confrontés à de nombreuses émeutes. Il y a eu de nombreuses manifestations. Et cela s'est répercuté dans la vie quotidienne de la population actuelle. Donc, la situation s'est dégradée pendant la pandémie et les gens ont manifesté pour défendre leurs droits. Et la population a manifesté pour son droit à l'emploi et son droit à l'alimentation. Et c'est quelque chose qui s'est produit pas uniquement d'ailleurs en Colombie, mais également dans d'autres pays. Et cette situation en Colombie a eu un écho dans la presse internationale. Et la faim a augmenté, même si la situation au préalable était relativement précaire dans notre pays, cette situation s'est encore dégradée. Mais voyons quelles sont les causes de cette dégradation ou de cette situation. Les causes de cette situation ont été amplifiées par la pandémie, certes, mais c'est dû au contexte politique. À savoir que les matières premières sont très chères et c'était déjà la situation avant la pandémie. Il y a des conflits importants pour l'accès à la terre et il y a également donc des prix très élevés des terrains, le foncier est très cher. Il y a des problèmes également de pollution des fleuves notamment. Et cette pollution augmente. Et la construction des barrages ne fait qu'amplifier les problèmes écologiques que nous avons. Et nous avons également des abus de pouvoir qui sont commis également. Il y a des conflits anciens dans notre pays. Et cela vous avez de très nombreux rapports qui sont disponibles d'ailleurs, que vous pouvez lire également. Et donc, vous avez certainement déjà entendu parler des conflits armés que nous avons connus dans notre pays. Il y a également les problèmes causés par l'industrie extractive également. Et nous vivons dans une région dans laquelle un barrage électrique a été construit. Et cela a complètement changé nos vies, notre vie, mais également la vie de toutes les personnes qui vivent dans la région. Donc, ce barrage a été construit et c'est un modèle qui contribue soi-disant au développement et au progrès pour sortir les gens de la pauvreté. Et donc, c'est un nouveau modèle énergétique qui a été développé, mais c'est un mensonge. Cela n'améliore pas la condition de vie des personnes. En fait, cela contrôle notamment l'irrigation de notre région. Et ce système énergétique, bien entendu, il faut le développer, mais il faut réfléchir à la façon dont on le fait, car cela accapare les terres également. Et c'était des terres qui, au préalable, étaient utilisées pour alimenter les populations locales, mais pas uniquement locales d'ailleurs, également pour exporter ces cultures. Et maintenant, nous avons des problèmes d'inondation, d'érodation également. Et nous avons des problèmes vraiment avec ce barrage qui a provoqué de nombreuses inondations dans la région. Et les familles souffrent de cette situation.
Et ce sont des personnes qui nourrissent leur famille et vu la dégradation de l'environnement, ces familles ne sont plus en mesure de se nourrir elles-mêmes. Nous avons eu des problèmes également de pollution dans la région et il y a eu un changement des écosystèmes et nous avons un véritable microclimat qui a été créé par ce barrage. Il y a une réduction de la production et nous avons également des problèmes considérable car le poisson s'est raréfié également. Nous sommes confrontés à une nouvelle maladie qui sont causées par des espèces invasives. Et donc, nous avons également des difficultés considérables et toutes ces influences de ces différentes espèces, notamment, ont des répercussions sur la façon dont nous exerçons nos activités agricoles. Donc, la production est en baisse et à cela s'ajoute également qu'il y a le réchauffement climatique qui a un impact, bien entendu, sur tous les pays. Et dans les derniers rapports qui ont été rédigés, il s'est avéré que l'action humaine a un impact sur le changement climatique et cela touche bien entendu les personnes, mais également l'ensemble de l'écosystème et les différentes espèces qui font partie de cet écosystème et cela cause des conflits. Quelles sont les actions, les mesures que nous pourrions prendre? Que pourrions-nous faire? Quelles sont nos propositions pour le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, vu les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Il ne souhaite pas discuter du fait qu'il faut que nous changions le système. Mais il faut changer ce modèle. Bon, nous avons déjà fait beaucoup de travail, mais nous ne pouvons pas tout laisser aux grandes entreprises parce que ce que les grandes entreprises font, bien entendu, ce sont des bénéfices maximum également, mais ils ne prennent pas en compte les intérêts des populations locales. Et nous sommes sous pression à cause de ces grandes entreprises. Nous avons également donc des difficultés en tant que petits exploitants agricoles. Nous avons des problèmes avec nos cultures et les petits producteurs ne sont plus en mesure de vendre leurs propres cultures et nous avons une véritable crise alimentaire. Cela a des répercussions également sur notre production nationale alors que nous sommes un pays riche en ressources naturelles et cela a également des répercussions sur la biodiversité. Donc, il faut que nous trouvions des moyens de nourrir nos populations, il faut que nous puissions défendre nos modes de production traditionnels et nous n'avons plus accès aux ressources naturelles comme nous y avions par le passé. Donc, il faut que ces entreprises assument leurs responsabilités, il faut que nous prenions des mesures nécessaires et nous ne pouvons pas s'attendre à ce que cela vienne des responsables politiques. Il faut qu'il y ait une véritable mobilisation de la population et des groupes organisés au sein de la population. C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons davantage solidaires. Et les jeunes, dans les familles, eh bien, manifestent dans les rues. Ils se sont mobilisés, ces jeunes. Car ils n'ont rien à manger. Il faut que nous assumions nos responsabilités, mais il faut également que les responsables politiques assument eux-mêmes leurs responsabilités. Et il faut reconnaître que les petits exploitants agricoles, ont des droits et qu'il faut respecter ces droits. Il faut que
nous trouvions des solutions locales. Il y a des alternatives locales, nous avons des solutions locales et il faut également que nous fassions avancer le processus de paix. Au Colombie, nous n'avons pas véritablement vu de volonté politique de faire avancer le processus de paix. Esperando continuar en conflictos. Y no podemos hablar de autonomía o de libre Et autodeterminación. nous sommes toujours dans une situation de conflit dans notre pays. Cuando no tenemos ni siquiera el derecho a vivir Nous en n'avons paz. pas véritablement de souveraineté, nous n'avons pas le droit de vivre librement et dans la paix. Nous sommes menacés, nous sommes assassinés en Colombie uniquement parce que nous demandons le respect de nos droits. Et ça devrait être un acquis, ça devrait aller de soi, mais ce n'est pas le cas. Les choses ne sont pas simples et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une approche transformative, nous avons besoin d'une autre ou d'autres alternatives et nous sommes exclus des discussions et ce n'est pas acceptable. Nous sommes exclus des différentes opportunités et il faut que nous soyons en mesure d'améliorer nos conditions de vie. Thank you very much, Claudia. Donc, je pense que c'est la fin de la présentation. And now I give the floor to Zip. Merci beaucoup, Claudia, pour nous avoir donné ce point de vue colombien. Et maintenant, nous écoutons Sikode pour le point de vue d'Afrique du Sud. Merci, merci beaucoup. Quelle bonne chose que d'avoir un directeur de programme tout à fait de notre côté. Toutes mes excuses, donc je vous les présente. Je vous présente un mouvement militant d'Afrique du Sud qui compte plus de 100 000 membres. Les conditions de vie dans ces bidonvilles sont insupportables. Elles sont en fait, elles menacent, mettent en danger les jours des personnes qui y vivent. Donc, j'exprime tout le respect que je dois à la Fondation Rosa Luxembourg et également à monsieur l'intervenant qui est monsieur Michael Fakri et tous les intervenants et les participants. Compte tenu de la faim et de la famine qui touche l'Afrique du Sud et de la crise économique actuelle, compte tenu des fortes inégalités qui se perpétuent en Afrique du Sud et du taux de chômage qui est le plus fort jamais enregistré dans le pays, les statistiques nous montrent que ce sont près de 2. Il y a une interruption de la liaison audio. Okay, I think that we lost him. Eh bien, je pense que nous avons perdu la liaison. Et donc, pendant que nous attendons que notre collègue revienne dans la salle, peut-être pouvons-nous écouter les réactions de Michael au propos de Sophia et de Claudia. Oui, merci beaucoup, Christophe. Merci à tous. Les difficultés de connexion à l'Internet sont en fait parlantes. Nous partageons tous les mêmes pensées et pourtant ce sont les obstacles techniques qui s'opposent à notre coopération. Vous imaginez bien que ce sommet sur les systèmes alimentaires, pour sa part, se tient essentiellement en langue anglaise. Et cela nous montre bien que, au cœur de la pandémie, ce sommet n'a pas pu ouvrir des espaces de participation. Et puis en entendant les propos de Claudia Ortiz, je me suis dit, bon,
essayons de tirer le meilleur parti possible de ce sommet, si tant est que ce soit possible. Donc, quel que soit le résultat de ce sommet, nous allons tenter d'y appliquer ce que Claudia vient de nous dire, ce que nous allons écouter de la part d'Afrique du Sud et de la part de Sofia. Et s'il n'y a pas de réponse, alors les pays du Sud, qui sont la tête de file, diront « ça ne peut pas continuer ainsi car ça ne reflète pas notre réalité ». Pour bien tenir compte des propos de Claudia et de Sofia, on sait bien que les solutions existent, que les personnes qui travaillent sur le terrain savent ce qu'il faut faire, que ce sont elles qui ont les idées. Il faut donc poursuivre la mobilisation. Une chose me préoccupe, c'est que ce sommet ne suscite que du scepticisme chez les populations au lieu de les inciter à poursuivre la lutte au niveau local et international. Donc j'espère, après avoir écouté Claudia, Sofia, et j'espère que notre interlocuteur d'Afrique du Sud pourra revenir, je comprends qu'elles ont des idées. Cela reflète bien l'importance et la nécessité de la lutte. Car nous voyons qu'en ces quelques minutes, nous avons déjà entendu plus d'idées réelles que je n'ai pu en entendre dans la totalité des travaux préparatifs du sommet. Donc, ouvrons ces espaces de conversation et de discussion. Merci beaucoup. Eva, est-ce qu'on peut poursuivre avec les questions posées sur l'outil questions-réponses? Oui, effectivement. Nous espérons que notre intervenant va pouvoir se reconnecter. Les questions-réponses et le chat ont soulevé de vives discussions. Il y a des questions qui ont déjà été posées. Et pour commencer, eh bien, je vais m'adresser à Michael, si ça ne vous dérange pas. Une question qui lui était posée était la suivante. Je salue votre précédente contribution au sommet alimentaire des Nations Unies. L'infrastructure mise en place risque de saper les droits humains et les droits des peuples et la sécurité alimentaire au niveau régional. La personne qui pose la question est particulièrement inquiète du fait que ce soit un comité d'experts qui remplace le panel actuel d'études sur la sécurité alimentaire. Et la question qui se pose est de savoir si vous considérez que ceci est effectivement une menace. Cette question est extrêmement longue. Peut-être que vous voulez d'abord revenir sur ces différents points. Merci. Merci, Eva. Et je répondrai par l'affirmative. Effectivement, le sommet sur les systèmes alimentaires est clairement une tentative de saper les processus démocratiques dont nous disposons au sein des agences des Nations Unies qui s'attellent à travailler sur les questions alimentaires, notamment le CSA, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Nous avons également l'Organisation internationale du travail. C'est la seule organisation au sein de laquelle les syndicats sont au pouvoir. Bien sûr, la direction, le patronat aussi a le pouvoir au sein du BIT, mais c'est quand même véritablement un leader en matière de droits humains et nous voyons que ce comité vise sans embâche à saper les travaux du comité de la sécurité alimentaire mondiale. Dès le début, on a bien vu qu'ils ne les ont pas considérés comme des partenaires. Donc certes, ils accordent une certaine place à ce comité sans pour autant lui accorder son rôle central, celui qui est le sien. Le comité scientifique, quant à lui,
s'efforce de créer un équivalent du GIEC pour les questions alimentaires. Et c'est cela qui est intitulé le panel de spécialistes au niveau, High Level Panel of Experts. Ce panel de haut niveau dispose d'une expertise très vaste. Il est nécessaire qu'il dialogue avec la société civile. Vous savez, ce sont des choses que l'on peut améliorer. Malheureusement, ce sommet a capté les énergies progressistes qui existent pour les réorienter, notamment dans le domaine de la recherche, en disant « mais investissez en nous, c'est nous qui souhaitons fixer les grandes orientations de la recherche. » Au niveau structurel, que devons-nous faire? Eh bien, d'abord, réfléchir à une manière de bien relier les connaissances autochtones et indigènes et traditionnelles, ces savoirs, de les relier à la sphère de la recherche et de l'université. Ce que j'entends par là, c'est que les savoirs locaux devraient être les lignes d'orientation de la recherche, ou devraient fixer les points de mire des orientations de la recherche. Vous savez que le groupe scientifique du sommet sur les systèmes alimentaires nie une chose, à savoir qu'ils sont en partie responsables des problèmes qui se posent. Ils, c'est-à-dire les agronomes, qui depuis 20 à 30 ans, au sein de différents groupes que je ne mentionnerai pas, en fait, il a été avéré depuis une dizaine d'années, après examen de centaines de milliers de publications, que seules 2 d'entre elles sont à l'avantage des petits producteurs locaux. Donc voici l'état actuel de la recherche en agronomie. Merci. Et Zbou n'est pas encore revenu, donc je passe à la question suivante qui s'adresse à Sophia. Vous dites que les opposants ont un rôle constructif. Quelles sont leurs propositions et en quoi diffèrent-elles des solutions avancées par le sommet? Merci beaucoup de cette question. Effectivement, nous avons formulé des critiques constructives à l'égard de ce sommet. Nous ne contentons pas de le dénoncer, de nous y opposer. Nous disons qu'il est nécessaire qu'il y ait davantage de transparence et également que les acteurs soient placés face à leurs responsabilités. Écoutez les propositions des communautés qui sont en lutte sur leur propre territoire. Nous rappelons également au système des Nations Unies que ce système lui-même connaît déjà des cas, était déjà doté de principes reconnus, par exemple le mécanisme de l'association des peuples autochtones. Et nous voyons qu'il y a notamment le comité de sécurité alimentaire qui en reconnaît l'importance des points de vue de la société civile. Donc, en fait, notre revendication, c'est quasiment quelque chose qui existe déjà, ce n'est pas une grande nouveauté. Et donc, nous demandons de se ressaisir de ces mécanismes qui existent déjà, de ces institutions démocratiques. Et c'est bien cela que nous demandons. Donc, si nous empruntons cette voie, ce comité, qui justement a permis une participation auto-organisée et réelle des populations pour assurer leur souveraineté alimentaire,
il s'est développé. Ce comité de sécurité alimentaire a, par exemple, soumis une recommandation concernant les marchés territoriaux, qui est l'une des recommandations les plus utiles soumises par ce comité, ou produites par ce comité. Donc, bien sûr, il nous faut structurer les systèmes alimentaires de manière à ce qu'ils soient au bénéfice des zones territoriales dans lesquelles ils sont ancrés. Et bien sûr, la question du foncier, la nécessité de la redistribution des terres. Claudia l'a bien dit, c'est un problème réel en Amérique du Sud, au Paraguay, en Colombie. Cette question de la terre est essentielle, mais elle ne se pose pas uniquement en Amérique du Sud, en Afrique du Sud également. Le problème du foncier et aux États-Unis aussi, la concentration des terres entre les mains d'un petit nombre de propriétaires est un problème essentiel. Donc, il y a des politiques, des orientations pour mener à bien des problèmes de redistribution de la terre. Et en fait, ces instruments politiques, ils existent. Donc, il nous faut nous en saisir pour les appliquer. Et c'est la proposition des mouvements populaires sur le terrain. Donc, voici ce que j'entendais par critique constructive. Merci beaucoup, Sophia. Je pense que l'on va pouvoir reprendre avec Esbou, mais il y a encore une question que j'aimerais poser directement à Claudia. La question est la suivante. Comment est-ce que le Sud est inclus dans la situation mondiale sur les stratégies, sur les systèmes alimentaires et sur le changement climatique? Claudia, vous pourriez éventuellement répondre à cette question? Autrement, vous pouvez passer la question à quelqu'un d'autre. Ana María, ¿me puedes? Sí, te puedo entender. L'interprète n'a pas de son. Il va falloir répéter la question, je vous prie. Si vous pouviez répéter la question. S'il vous plaît, répétez la question. Aucun souci. Donc, comment est-ce que le Sud est inclus dans la discussion mondiale sur la faim et les systèmes alimentaires menacés par le changement climatique? Y a-t-il des partenariats avec des centres de recherche qui se penchent sur les défis de la production alimentaire? Sí, acá hay en el sur, por lo menos en Sudamérica, todo lo que tiene que ver con la vida campesina, ¿no? En Amérique du Sud, Via Cancipa, c'est une association qui a participé avec ces thèmes. Donc, bien entendu, il faut faire face au changement climatique. Il n'est pas possible, bien entendu, que la température continue à augmenter. Nous ne pouvons pas concentrer nos efforts uniquement sur les monocultures. Il faut que nous changions de voie. Il faut arrêter la production des biocarburants, par exemple. Nous avons besoin davantage de terre pour nourrir les animaux également. Et cela a des répercussions, bien entendu, le changement climatique. Je vous donne un exemple. Nous vivons dans un paradis. Nous avons des rivières, des fleuves pleins de poissons et nous vivons dans une région qui est pleine de différentes ressources qui peuvent nous fournir un régime équilibré et nous avons été appauvris par un modèle de développement qui nous a été imposé et nous sommes pauvres. Il faut que nous changions notre régime alimentaire quotidien car nous ne pouvons pas continuer à traiter notre écosystème de la sorte et nous n'avons pas de propositions concrètes sur la table. Il y a un modèle néolibéral qui nous a été imposé et on nous dit que nous ne sommes pas profitables, que nous ne sommes pas rentables, que nous ne sommes pas performants. Mais nous avons besoin de ces petits exploitants agricoles. C'est notre façon de vivre dans la région.
Et il faut que nous défendions notre système alimentaire. C'est la raison pour laquelle nous collaborons avec Via Campesina. Thanks a lot, Claudia. Merci beaucoup, Claudia. Asking to Jan if Yann, who is already est-ce que Esbou est de retour? Camarades, vous devriez être en direct. On essaie de le faire par le téléphone et nous allons voir si ça fonctionne. Donc, j'ai approché mon téléphone du micro et j'espère que ça va fonctionner. Je suis désolée, vraiment, je m'excuse auprès de tout le monde. On a des problèmes d'accès aux services, bien entendu, des services généraux, mais également pas uniquement les systèmes alimentaires. Et il est moralement inacceptable et injuste que les personnes meurent de faim dans l'économie la plus productive de l'histoire de l'humanité. Il n'y a plus qu'assez de ressources pour nourrir, loger, éduquer chaque être humain. Il y a suffisamment de ressources pour abolir la pauvreté. Mais ces ressources ne sont pas utilisées pour répondre aux besoins des gens. Elles sont plutôt utilisées pour contrôler le pays, les communautés et les pauvres. En Afrique du Sud, ce que l'on continue à dire aux habitants des bidonvilles, c'est que la faim et les conditions de vie indigènes dans lesquelles nous luttons pour survivre et qui obligent les migrants à déménager sont le résultat de nos propres mauvais choix de vie. En réalité, le problème est qu'il n'y a pas d'emploi pour la plupart des pauvres et que les quelques personnes qui ont un emploi sont exploitées et sous-payées. Ceux d'entre nous qui travaillent à leur compte dans les rues de nos villes pour gagner honnêtement leur vie sont attaqués et voient leur nourriture confisquée par la police des métros. Ceux d'entre nous qui occupent des terrains urbains vacants et utilisés pour construire des maisons à proximité des moyens de subsistance sont expulsés et même tués en toute importunité. C'est un problème considérable parce que lorsque nous occupons des terres, nous sommes criminalisés. Et des millions de familles en Afrique du Sud dépendent des subventions de l'État, mais celles-ci ne sont pas suffisantes pour une vie viable et digne. De nombreuses familles se couchent sans manger. Et les responsables politiques utilisent cette stratégie comme un mécanisme de contrôle. Nous savons également que lorsque les gens reçoivent leurs subventions, ils se rendent directement dans les supermarchés pour acheter de la nourriture. Les supermarchés aspirent l'argent des communautés pauvres et rendent les riches encore plus riches. On a récemment appris que le principal actionnaire de ShopRite allait recevoir un paiement de 342 millions de rands. C'est complètement immoral, surtout dans un pays où le chômage de masse, l'appauvrissement de masse et la famine sont monnaie courante. Plus de 50% de la population sud-africaine est au chômage, dont plus de 70% des jeunes. La faim et la famine sont à l'ordre du jour. En juillet cette année, l'Afrique du Sud a connu les plus grandes émeutes de la faim jamais vues dans l'histoire de ce pays. Et l'une des plus grandes du monde. Les émeutes de la faim ont été utilisées comme couverture par les politiciens corrompus, mais le fait est que la plupart des personnes qui ont participé aux émeutes n'étaient pas des participants de Jacob Zuma et cherchaient de la nourriture. Plus de 350 personnes ont été tuées pendant les émeutes. Après les émeutes, la police et l'armée ont fait du porte-à-porte dans les communautés pauvres pour saisir la nourriture sous la menace d'une arme. Ils ont tué au moins une personne, Simikale Sangantse, une personne qui avait occupé un poste de direction élu dans une branche. Les émeutes de la faim ont envoyé un message clair au gouvernement et aux entreprises. Tant que les gens vivent dans la pauvreté, il ne peut pas y avoir ni paix ni stabilité. Aujourd'hui, les Nations Unies et les entreprises devraient tirer des leçons importantes des récents développements en Afrique du Sud. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Aujourd'hui, il faut vraiment que
On tire les leçons de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Une fois de plus, sans justice, il n'y aura pas de paix. La pandémie de COVID-19 a encore aggravé cette situation en imposant des restrictions nationales de confinement. Pendant le confinement dur, les personnes déjà pauvres et vivant dans la précarité ont été contraintes de rester à la maison sans revenus. Cela a créé de l'anxiété et de la frustration dans certaines familles. La violence sexiste et d'autres maux sociaux, tels que les viols, ont augmenté pendant le confinement national. Il était très difficile pour les gens d'adhérer à des mesures sanitaires importantes. Comment garder une distance sociale quand on est obligé de vivre dans un environnement très confiné avec beaucoup de personnes? Comment se laver constamment les mains quand on vit dans un campement de cabanes sans eau? En raison de l'abandon par l'État, Abalali a dû occuper des terrains vacants et inutilisés pour construire des maisons pour nos familles, créer des coopératives pour des jardins communautaires, gérer des mini-boutiques coopératives, partager la garde des enfants et créer des écoles politiques et des lieux pour la poésie, la musique et la danse. Ce sont des expériences de ce type qui ont démontré que les formes de souveraineté alimentaire auto-organisées et gérées démocratiquement peuvent éradiquer la faim et même la pauvreté si l'État le permet. Et ce serait encore mieux si l'État le soutenait. Nous avons obtenu une réforme agraire par le bas, construit des salles communautaires et des crèches pour nos enfants sans le soutien de l'État. Cependant, nous avons dû nous organiser et résister pour rester sur ces parcelles de terre qui ne sont souvent pas assez grandes pour produire de la nourriture pour nos familles. Les fils et les filles de notre mouvement ont perdu la vie. Des femmes et des hommes ont été tués. Le récent meurtre de Zamelikele Sangassé, une jeune mère d'un armée par la police de l'Atmondville à Durban, est une autre expérience douloureuse de personnes pauvres tuées en toute impunité. Ces enfants aujourd'hui orphelins, sans personne pour les élever, avec la mort d'une mère. Nous avons fait des choses incroyables par nous-mêmes contre la répression sévère de l'État. Cependant, nos vies seraient bien meilleures si l'État nous donnait l'espace nécessaire pour nous organiser librement ou même nous soutenir. Pour résoudre la question de la faim, nous avons besoin de terrains urbains et d'un soutien pour cultiver des terrains sous forme de semences, d'irrigation, d'outils et d'engrais organiques. Nous avons également besoin d'un système de marché où les pauvres peuvent vendre de la nourriture, où l'argent circule entre les pauvres. Nous sommes confrontés à deux forces qui nous oppriment. La première est celle des politiciens corrompus qui veulent toujours nous contrôler pour s'enrichir de notre pauvreté. Mais nous sommes également opprimés par le pouvoir des entreprises qui se manifestent sous différentes formes lors d'expulsions brutales de communautés sans qu'ils aient de compte à rendre. Certains organes de l'État sont utilisés par les entreprises qui se cachent ensuite derrière la police pour expulser les communautés de leurs terres. Et la façon dont les politiciens corrompus et les entreprises se sont emparés de l'État a créé la pauvreté et la misère. Cela a été bien expliqué et prouvé par la Commission sur la capture de l'État connue sous le nom de Commission Zondo en Afrique du Sud. Nous ne pourrons surmonter les crises alimentaires que si la valeur sociale de la terre est placée avant sa valeur commerciale. La terre doit être décommercialisée et les pauvres doivent être soutenus pour construire des jardins urbains et des fermes coopératives et pour vendre leurs produits dans un système de marchés locaux. Le système alimentaire doit être repris en main par les supermarchés. Cela aura également l'avantage de rendre des formes d'alimentation saine accessibles à la majorité. Comme mesure immédiate dans la crise, les énormes profits réalisés par les supermarchés peuvent être lourdement taxés pour aider à payer tout cela. Mais les supermarchés qui restent après la construction d'un système de souveraineté alimentaire populaire doivent être remis à leurs travailleurs et gérés démocratiquement en achetant
la plupart de leur nourriture à des projets de jardinage et d'agriculture communautaire à petite échelle. Il est important de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de solution capitaliste à la crise de la faim et qu'il ne peut pas y avoir de solution à la crise sans le pouvoir démocratique des opprimés d'en bas. Notre mouvement formule les revendications suivantes. Il faut libérer rapidement des terres pour le logement et l'agriculture communautaire et mettre fin aux expulsions. Deuxièmement, les coopératives agricoles urbaines doivent être soutenues par des semences, des engrais, des outils et des terrains. 3. Le système de marchés locaux doit être mis en place et soutenir afin que les pauvres puissent échanger les uns avec les autres. 4e, l'économie informelle doit être soutenue. La confiscation des biens pour gagner honnêtement sa vie ne doit plus être criminalisée. 5. Il faut un programme sérieux et massif de création d'emplois. Si le gouvernement doit fournir une allocation de revenus de base viable aux chômeurs jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi et sortent du système, car le système n'est pas un système périn. 7. Il faut prévoir une allocation raisonnable de secours au COVID-19 pour les personnes en détresse pendant cette période. Car ce qui est fait à l'heure actuelle en Afrique du Sud n'est pas suffisant. La gouvernance de nos villes doit être démocratique et les gens doivent être soutenus pour construire des formes démocratiques de pouvoir populaire depuis la base. Merci. Merci à vous tous et j'aimerais conclure en disant que nous vivons dans un pays qui a un potentiel économique considérable, mais nous ne pouvons pas accepter que dans un tel pays, il y ait la pauvreté, la faim. Et il faut que nous trouvions des solutions pour faire face à la situation. Nous travaillerons d'arrache-pied au sein de nos communications et c'est la raison pour laquelle il faut véritablement que les choses changent. Bien. Eva, je pense que c'est à vous de poursuivre. Bien. On a encore énormément de questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Mais puisque nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti, je propose que nous posions une question, c'est une question extrêmement ouverte, qui s'adresse à tous les intervenants de cette table ronde, à savoir quels enseignements pouvons-nous tirer des erreurs de ce sommet et quels sont les objectifs dont nous avons réellement besoin en tant que communauté mondiale. Donc, je pose la question en commençant par Claudia et ensuite, je donne la parole à Christophe. Eh bien, il me semble qu'il nous faut mieux nous organiser. Nous tous, aux quatre coins du monde, ces organisations de la base. Il nous faut bien recueillir la mémoire historique des territoires, les savoirs et les pratiques ancestrales. Et je pense que c'est ainsi que nous pourrons gagner en visibilité. Nous avons également lancé la construction d'écoles d'agroécologie et de centres de conservation de la biodiversité afin que les jeunes et les enfants prennent conscience de la richesse de nos territoires et l'apprécient et y soient éduqués. Il s'agit de nous renaturaliser nous-mêmes, puisque nous avons été coupés de la nature. Et si nous poursuivons dans cette voie suprématiste,
nous allons continuer de détruire des formes de vie qui sont utiles à notre propre vie. Nous sommes à une phase de passage de relais intergénérationnel. Il est nécessaire de retourner à la terre, d'ouvrir l'accès à la terre, l'accès à l'eau, l'accès aux cours d'eau et l'accès à la justice, qui est un autre élément, l'accès au savoir. Et tout ceci est totalement ignoré par ce sommet qui vise simplement à ouvrir la voie libre à ces groupes entrepreneuriaux qui veulent faire ce qu'ils veulent et qui brandissent en étendard le sommet comme une fierté. Il faut bien en prendre conscience, donc sensibiliser, éveiller les consciences au fait que ce modèle n'est pas pérenne, que ce soit en Colombie ou dans n'importe quelle région du monde. L'enjeu, c'est bien la Terre, notre planète. Il nous faut la protéger. Et nos âmes saignent parce que nous, dans nos villages, dans nos communautés, nous avons souffert de la faim, du fait de cet appauvrissement et du fait de ces décisions politiques. Donc, nous voulons lutter pour la vie et pas pour la mer, et non pas pour la mort, et il faut démarchandiser les ressources naturelles pour que nous puissions tous vivre les vies auxquelles nous aspirons. Merci. Merci. Thank you very much, Sofia. Merci beaucoup. Sophia? Merci. Donc, quels enseignements tirer de ce sommet? Eh bien, je pense que une chose extrêmement importante, Claudia l'a souligné, pour montrer le chemin, c'est de convoquer les imaginaires populaires, les mouvements sociaux, les petites communautés, par exemple. L'idée que les grands groupes multinationaux seraient importants pour la production agroalimentaire, on finit par y croire, hein, que les écoles de commerce aident à une meilleure commercialisation. Et les gens finissent par penser qu'elles en ont besoin, que ce sont des éléments nécessaires. Mais ce n'est pas ça qui sert leur survie. Ce qu'il nous faut, c'est renforcer nos cultures et nos imaginaires. C'est nous nourrir des expériences solidaires que nous vivons sur le terrain en Colombie, mais également en Afrique, et en Afrique du Sud, mais également dans les Philippines, aux Philippines ou ailleurs, où sont mis en œuvre des projets communautaires, des banques alimentaires populaires. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de conscience bien plus forte du fait que nous avons besoin d'une nourriture saine, de régime alimentaire qui soit sain, de denrées qui soient biologiques et également de potagers urbains pour assurer un apport alimentaire, social et solidaire. Et cela, ce sont des choses réelles qui se déroulent sur le terrain. L'agroécologie, à cet égard, est un élément central. Et en fait, bien sûr, ce sont de très nombreux groupes qui eux-mêmes en subissent les conséquences, urbains comme ruraux. Et il faut réajuster les positions publiques car il est bien nécessaire de Thank you so much. divulguer nos idées et de bien faire comprendre à l'opinion publique que ce système néolibéral ne saurait être pérenne. Merci beaucoup. Michael, merci beaucoup. Eh bien, pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, la justice est un concept essentiel. Pas... Effectivement, les besoins varient
d'un pays à l'autre, mais il y a quand même aussi des principes qui portent sur tous les endroits. Par exemple, ce que j'entends d'un cultivateur libanais, je peux tout à fait le comprendre. Et ce qu'a décrit Sophia, ces nouvelles amitiés, ces nouvelles relations, ces nouveaux réseaux, c'est à cela que je reconnais qu'il y a des choses qui se transforment sur le terrain et que ces transformations se poursuivent. Des personnes, des peuples, des difficultés de mise en relation qu'ils ont surmontées par-delà les créneaux horaires. Et en fait, nous voyons à la lumière de ce sommet que les personnes appartenant à l'élite et disposant de pouvoir celles qui ont la capacité de mettre en œuvre les changements, elles ont bien été contraintes de se pencher sur les questions de droits humains. Et ces personnes qui résistent dans la rue, à l'intérieur ou à l'extérieur des processus des Nations Unies, elles sont essentielles. Nous avons besoin de l'intervention de tous au niveau national, international, local. Et ces échanges se poursuivront et nous permettront de continuer d'échanger et faire fructifier nos idées ensemble. Merci, Michael, pour ces propos. Notre événement touche bientôt à sa fin. Nous remercions absolument tous les intervenants pour cet échange intéressant. Nous avons été impressionnés par la quantité de questions posées sur le chat et sur la session questions-réponses qui montrent l'importance du droit à l'alimentation, au droit des paysans et à la souveraineté alimentaire. Donc, ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires se tiendra le 23 septembre, dans une semaine. Voyons ce que nous pouvons faire et si nous pouvons, suivant la proposition de Michael, choisir par quel bout prendre cet événement. La présente conférence clôt une série de 4 conférences de la Fondation Rosa Luxembourg et la totalité des enregistrements seront mis en ligne prochainement sur le site internet de la Fondation. Vous aurez la possibilité de les transmettre, partager avec vos collègues, vos partenaires, vos alliés. Et nous souhaitons remercier les interprètes qui ont eu une tâche bien ardue aujourd'hui et nous leur demandons d'allumer leur vidéo pour que nous puissions les remercier et ils le font dans un instant. Et nous vous remercions également. Nous souhaitons à tous une excellente fin de journée, après-midi ou soirée, selon l'endroit où vous vous trouvez. À bientôt, au revoir.